Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler de quelque chose qui permet de faciliter la vie des entrepreneurs. Vous connaissez déjà peut-être Slick, j'ai interviewé l'un des fondateurs, Adrien Bartel, lors de l'épisode numéro 5. Je connais d'ailleurs Adrien depuis longtemps, j'ai suivi son parcours entre la Chine et l'Asie du Sud-Est. C'est un entrepreneur super péchu et je vous recommande fortement d'aller écouter cet épisode, vraiment intéressant. Et donc Slick, c'est quoi ? C'est une solution pour les entrepreneurs et les PME qui permet de créer une structure, de gérer sa compta, de gérer le payroll, etc. Je suis moi-même entrepreneur, j'ai eu des structures en Asie, en Europe, et comme vous, je suis allergique à la paperasse. J'ai envie de me concentrer sur mon core business, et c'est exactement ça que Slick offre. C'est une solution online, c'est un SaaS, c'est totalement paperless, et ça vient disrupter l'univers qu'on peut appeler un peu poussiéreux du corporate service. Donc vous pouvez directement aller jeter un œil sur slick.com, donc S-L-E-E-K, slick.com. Si comme moi vous êtes curieux, en quelques secondes on peut ouvrir un compte gratuitement et aller explorer l'interface, voir un peu à quoi ça ressemble. Si vous voulez plus d'infos, donc cet épisode, l'épisode numéro 5 sur Adrien, je le recommande chaudement. Et ensuite donc voilà, c'est vous les entrepreneurs, à vous de jouer. Bonjour, je suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région IMPAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Philippe. Bonjour Raphaël. Philippe Ricard, merci de participer au podcast Sésame Asie. Donc tu es le fondateur de La Crêperie, un restaurant bien connu dans la région. Et ça me touche moi particulièrement parce que je crois que ton premier restaurant, tu vas nous raconter, a été ouvert à Shanghai en 2007. Il se trouve que je suis arrivé en Chine à Shanghai en 2007, donc j'ai connu ton restaurant de Shanghai. J'ai vécu ensuite à Hong Kong, à Taïwan, et à chaque fois j'ai retrouvé tes restaurants à La Crêperie. Donc ça a un peu suivi mon expatriation. Il y avait le côté sympa d'avoir un restaurant breton, une crêperie, et de retrouver un petit côté français comme ça partout où j'allais. Donc voilà, ça me touche moi particulièrement. Tu as donc aujourd'hui 5 restaurants entre Shanghai, Hong Kong et Ho Chi Minh au Vietnam. T'en as ouvert encore d'autres, mais tu vas nous raconter les aventures qu'il y a pu y avoir. Mais pour commencer, je te propose de te présenter brièvement. Oui, merci. Je suis content que tu m'aies appelé pour faire ce podcast. Pour me présenter brièvement, je suis pas issu de la restauration au départ. Je viens d'une industrie qui est l'optique lunetterie et le domaine de la santé auparavant. J'ai travaillé dans le groupe Johnson & Johnson pendant pas mal d'années et puis ensuite dans une entreprise qui faisait des machines pour tailler les verres de lunettes, donc quelque chose d'assez spécifique, où j'étais responsable export pendant quelques années depuis la France et qui me faisait voyager, déjà notamment en Asie. Et ensuite, parce que tu vendais ces machines à travers le monde et en Asie, c'est ça ? Voilà, c'est ça. On avait un certain nombre de distributeurs et je me suis occupé de pas mal de pays, que ce soit l'Amérique latine, l'Europe de l'Est, l'Afrique et l'Asie. Donc voilà, je mettais déjà mes pieds en Asie avant mon arrivée en 2004 sur Shanghai. D'accord. Et en fait, on m'a demandé. Et déjà, tu peux démystifier quelque chose. Pourquoi les lunettes sont si peu chères en Asie ou en Chine en particulier ? On peut acheter des paires de lunettes de vue pour des prix ridicules, alors qu'en France, ça coûte une fortune. Qu'est-ce qui se cache derrière ça, vu que tu étais de l'industrie ? Je pense que déjà, pendant une période, il y a eu des belles marges effectivement qui étaient faites par les opticiens sur les lunettes. Je pense qu'avec le développement de chaînes d'optique, ça remonte déjà il y a peut-être au moins une vingtaine d'années, comme la Générale d'Optique, Grand Optical et d'autres groupes, il y a eu quand même une baisse sérieuse qui s'est faite sur les prix. Mais effectivement, je pense que le métier d'opticien était un métier où les marges sur les produits étaient bonnes. Hein. Surtout. Alors après, tout dépend encore une fois de la qualité des montures. Mais c'est vrai qu'il y avait des montures qui étaient réalisées en France, notamment dans l'est de la France, qui est très connu pour ça, qui étaient de très belle qualité, et d'autres qui venaient
d'Asie qui étaient un peu moins bonnes, mais sur lesquelles il y avait peut-être des marges un peu plus importantes. D'accord, Bon, ok. C'était juste par curiosité. ouais. Moi, je pense que le métier d'opticien a toujours fait partie des métiers qui gagnaient bien leur vie. Mhm. Et Voilà, donc, tu nous disais comment, tu as commencé par ça, tu voyageais beaucoup dans la région, c'est ça? je voyageais beaucoup dans la région et voilà, donc un petit peu partout dans le monde. Après, sur l'Asie, j'ai fait pas mal de pays. Et jusqu'au jour où en fait l'entreprise pour laquelle je travaillais m'a demandé d'ouvrir une filiale à Shanghai pour m'occuper de manière plus proche en fait de tous ces pays d'Asie. Donc il y avait plusieurs solutions, c'était Hong Kong, Singapour ou Shanghai. Et en faisant mon étude, j'ai opté pour Shanghai, qui me semblait être la ville qui était le plus proche de notre plus gros potentiel de développement. D'accord. Ah, c'est pour Vraiment ça que je suis pour le arrivé. marché, quoi. C'est ça qui a drivé ta décision, hein. Oui, La proximité exactement. avec le Oui, marché. oui, Ok. oui. Voilà, on avait déjà des belles ventes en fait de machines sur le marché chinois et voilà. Et je pense que la progression était était très forte, donc on pouvait vraiment s'implanter là. Ouais. Mhm. Et donc, ouais, t'es venu t'installer à Shanghai, t'as dû monter des bureaux, t'as dû engager une équipe. Et resitue-nous, ça se passait en quelle année, ça? Alors c'était fin 2004 exactement. Je suis venu pour monter la filiale. En fait, on a hésité à monter un bureau de représentation. Et puis en fait, on est allé directement à la filiale, sachant qu'on travaillait en partenariat avec notre distributeur sur place qu'on gardait et donc qui s'occupait de la partie commerciale, de la partie maintenance. Et nous, on était en support en fait de ces équipes. Mhm, d'accord. Donc un Et partenaire chinois, je suppose. voilà, un partenaire chinois avec qui on travaillait déjà depuis un petit moment. Ça a été un petit peu compliqué au départ, ça, parce que c'était pas forcément le meilleur partenaire qu'on devait prendre au départ. Et d'ailleurs, bon, il s'est avéré rapidement qu'on devait changer. On a changé pour un autre qui était bien meilleur pour nous. Mhm. Et donc voilà, ça s'est mieux passé ensuite. Si tu reviens un peu maintenant avec le recul, si les choses étaient à refaire, enfin, qu'est-ce qui déconnait avec ce partenaire? Comment est-ce que tu aurais pu choisir peut-être plutôt un meilleur partenaire? Comment est-ce que tu vois ça maintenant avec du recul? En fait, on a fait notre recherche de partenaire à une époque où je dirais, tout le secteur était en train de bouger très vite. Et en fait, je pense que l'actionnaire pour lequel je travaillais a souhaité travailler avec un partenaire qui était déjà très important sur place et qui fabriquait déjà des machines aussi lui-même sur place. Mhm. Bien sûr, pas du tout avec la même technologie, mais qui avait un gros réseau de distribution parce qu'il fabriquait déjà des centaines, pas dire des milliers de machines par an. Donc du coup, voilà, et je pense qu'il a pensé que c'était le meilleur moyen pour nous de se développer rapidement. Mais en fait, bon, je pense qu'il s'avérait qu'il valait mieux travailler avec un plus petit, mais euh, qui était déjà plus rodé aux technologies qu'on utilisait nous pour faire nos machines et pour les distribuer. Est-ce qu'il n'y avait pas un risque d'être concurrent aussi? J'imagine que le partenaire, il devait être pris entre la volonté de vendre ses propres produits et de vendre les vôtres, et Oui, peut-être alors même de vous copier un peu. Est-ce qu'il n'y a pas ce genre de... exactement. Ouais, alors exactement. Ouais. Il y avait tous ces risques-là, et je pense que à l'époque, ils étaient peut-être pas bien évalués par notre actionnaire qui était en Europe et qui venait pas souvent en Asie. Bon, et c'est pour ça que bon, il a quand même voulu essayer. On a essayé, et après, ben on est parti sur un distributeur que je souhaitais et qui semblait plus judicieux pour notre développement. D'accord, Euh, ok. voilà, et au final, avec le premier, ben, on n'aura pas vendu grand-chose. Je pense Mhm. qu'effectivement, il aura bien analysé nos machines, donc il aura certainement pu progresser de son côté. D'accord, donc et après, enfin donc ça,
l'étape d'après, ton profil LinkedIn est assez succinct, donc j'avoue que Oui. j'ai pas toutes les informations. Faut que tu me conduises un peu sur le début de ton parcours qui va nous amener à la crêperie. Vas-y, donc comment ça s'est Oui. enchaîné ensuite? Ben, en fait, ouais, disons que j'ai, je voyageais beaucoup encore à l'époque, même basé à Shanghai, parce que bon, je voyageais en Chine, mais je voyageais aussi beaucoup dans les pays d'Asie. Et comme j'étais déjà directeur export avant de venir en Asie, à un moment donné, je me suis dit, je vais poser mes valises parce que voilà, j'en ai un peu marre de voyager. Mhm. Par contre, voilà, j'aime beaucoup le contact avec les gens. Et du coup, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de monter mon business, donc je pense que c'est le moment, c'est l'endroit pour le faire, et je vais essayer de faire un business dans lequel justement j'ai ce contact avec les clients et qu'ils viennent me voir plutôt que moi d'aller vers eux. Euh, Mhm. voilà, et j'ai réfléchi à plusieurs projets. Un premier projet qui était la boulangerie, que j'ai beaucoup creusé et qui, bon, au final, j'ai laissé tomber parce que euh, c'est une époque où le groupe Paul, des boulangeries Paul, arrivait en Chine avec des gros moyens, et donc je me suis dit qu'avec les petits moyens que j'avais, je serais pas, voilà, je serais pas en mesure de me battre. Euh, Mhm. et puis j'ai pensé aussi à la comment, à la, Paul qui est pas si présent, enfin qui a pas oui, vraiment pris le marché non plus. Enfin, on voit Eric Kaiser qui a pris le marché sur certaines villes d'Asie, on peut dire. Mais oui. Paul, non, tu me corriges si je me trompe, me semble quand même assez petit, non? Ouais, mais Paul en 2007 est allé très vite en fait, hein. Ils sont venus avec des moyens importants et ils ont ouvert plusieurs boulangeries dans des emplacements premium. Mhm. Euh, et donc ils ont voilà, et en termes de marketing, voilà, ils ont fait beaucoup de travail. Donc du coup, je pense que voilà, c'était quand même un gros concurrent pour moi. Euh, Après, et ils auraient pu voilà, t'ouvrir le marché dans une certaine mesure, ils auraient pu ouvrir le d'avoir un concurrent marché. comme Alors ça qui fait. oui, Si tu arrives à te positionner de manière intelligente, tu vois, ça peut aussi être ouais, intéressant. c'est vrai, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais des amis qui me déconseillaient plutôt Mhm. cette orientation. Et bon, après, je me suis dit, bah, j'aurais peut-être dû y aller quand même, hein, parce que eux, ils sont repartis malheureusement très vite, hein, suite à à des problèmes internes Mhm. qu'ils ont eu. Ils ont dû refermer toute leur boulangerie. Donc, et c'est vrai que si j'avais démarré à l'époque, à peu près en même temps, et j'aurais peut-être survécu et du coup j'aurais pu développer beaucoup plus. Mais bon, voilà, c'est pas grave, j'ai fait Mhm. autre chose et j'ai jamais regretté hein, en fait d'avoir changé de projet puisque donc je suis parti sur la crêperie et ça a bien marché dès le départ. Je pense il y avait pas de crêperie, on était les premiers. Donc en D'accord. 2007, Mais voilà. t'avais zéro expérience sur la restauration. T'avais peut-être envie de changer de carrière. T'avais cette problématique où tu voulais poser tes valises, c'est ça? Oui. Et directement, t'es parti sur le F&B, quoi. Tu t'es dit boulangerie, crêperie, c'est la direction qui s'est imposée à toi, quoi. Exactement. J'ai du mal à dire pourquoi. Bon, déjà, je suis breton à la base, donc c'est vrai que j'ai une certaine affinité avec les produits, les produits régionaux de Bretagne. Euh, et c'est des produits qui me manquaient à Shanghai depuis que j'y étais installé. Alors, il y avait un petit restaurant français qui faisait des crêpes et un peu de cidre et qui avait fermé entre temps. Et du coup, personne n'avait repris voilà cette Ce créneau, quoi. activité, ce créneau. Et du coup, je me suis dit, bah, peut-être que c'est une opportunité, parce Mhm. qu'il y a beaucoup de Bretons à Shanghai, beaucoup de Bretons, certainement comme moi, qui manquent les crêpes. Alors je me suis dit, bah, D'accord. les crêpes, le cidre, ça je connais bien, même si je sais pas encore bien les faire, au moins je sais à quoi se reconnaît une bonne crêpe d'une mauvaise, hein, voilà. Mhm. Donc Donc vision super niche, quoi. Il y a les voilà. expatriés, il y a la communauté française, et toi, tu allais vraiment viser les Bretons pour commencer. Ouais, bah exactement, exactement. Je me suis dit de toute façon, je démarre avec un petit restaurant. Je serai dans mon restaurant. Après, bon, je me disais que j'allais peut-être j'allais peut-être continuer mon activité en fait précédente euh, avec un manager que je mettrais dans le restaurant.
Bon, mais Mhm. ça s'avérait pas possible. Donc, du coup, voilà, je me suis mis dans mon restaurant et puis j'ai tout appris en fait de A à Z de la restauration comme ça. Euh, mais bon, sauf la cuisine, hein, parce que bon, la cuisine, là, je pense qu'il faut quand même une vraie formation pour si on veut sortir le produit qui va bien. Donc, Mhm. voilà, pour le chef, du coup, j'ai été faire le tour des crêperies en Bretagne et trouver un chef qui me semblait vraiment top pour démarrer. T'as été Euh, chercher ton chef en Bretagne, carrément. ouais, je me Faut suis le dit que trouver, après, c'était. il faut le ramener. C'est pas évident d'aller voir un Breton et lui dire, viens, est-ce que tu viens à Shanghai avec moi? Ah oui, exactement, ouais. Alors déjà, faut trouver la bonne crêperie, hein, parce qu'elles sont pas toutes bonnes non plus. Ouais. Après, faut trouver effectivement le gars qui veut bien sortir de sa crêperie et démarrer quelque chose en Asie. Et littéralement, t'es dans une crêperie, t'allais voir le chef et tu lui disais, est-ce que tu veux venir en Asie? Ah oui, alors j'ai eu le contact de quelqu'un par internet d'abord. D'accord. Euh, et puis ensuite, j'ai été le voir dans sa crêperie et en fait, il s'avérait qu'il était dans la crêperie de sa maman et que a priori, il était pas mécontent d'en sortir pour avoir une autre expérience. Et de mettre 10 000 kilomètres entre lui et sa maman, quoi. Mettre un peu de Voilà, distance. exactement. Voilà, la décision a été prise assez rapidement au final. Et il est venu, voilà, il est venu en avril, quelque chose, en avril 2007. Et on a travaillé pendant 3 mois ensemble avant d'ouvrir le restaurant. Et donc, ça s'est passé assez simplement, donc de trouver l'emplacement, de faire la décoration, de mettre en place la carte, d'avoir les premiers clients, c'est quoi? C'est le bouche à oreille? Enfin, comment, tu dis que ça a démarré très rapidement, mais comment ça s'est passé? Oui, alors là, ou alors le recrutement, on va dire, ça s'est passé rapidement. Après, tout le projet en lui-même m'a pris plus d'un an, hein. C'est un an et demi, je pense, pour réfléchir à tout ce que je souhaitais faire et trouver surtout le bon emplacement. Euh, Mhm. le bon emplacement, je pense, je sais pas combien de dizaines de locaux j'ai visité, mais j'en ai visité un paquet et puis bon, l'intérêt qu'il y a eu à visiter un grand nombre de locaux, c'est que ça m'a permis aussi d'apprendre à négocier euh, justement les loyers et tous les paramètres, toutes les clauses qu'il peut y avoir dans un contrat de location pour un restaurant, parce que j'y Mhm. connaissais absolument rien à l'époque là-dessus. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris D'accord. euh, avec l'aide. Et là, je pense que c'est super important. C'est que bon, j'étais pas tout seul. Hein, j'avais des personnes qui étaient là pour m'aider, chinoises, euh, voilà, et notamment un partenaire chinois et une amie chinoise, voilà, qui pouvaient vraiment me, me conseiller sur un certain nombre de choses. Ah, dès le début, tu as eu un partenaire chinoise, même sur la première crêperie de Shanghai? Oui, en fait, il y a sur la première crêperie, il s'est avéré que j'ai trouvé un local qui était pas euh, comment dire que je ne pouvais pas louer en tant que résident. Et il y avait beaucoup de locaux comme ça à l'époque. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Mais comme les locaux appartenaient, enfin ou étaient gérés par des ministères, euh, j'avais pas le droit. Et du coup, Mhm. il fallait absolument que je trouve un partenaire chinois pour m'aider à louer ce local. D'accord. On est parti comme ça, avec ce qu'on appelle un peu un prête-nom, hein, quelque part. Mhm. Donc un peu le côté zone grise qu'on connaît souvent quand on est entrepreneur en Chine, quoi. Ouais. Et le local, t'as gardé le même en fait? C'est toujours sur cette petite place triangulaire à Oui, Shanghai? oui, exactement. Comment t'as fait pour avoir une telle longévité au niveau des emplacements? Enfin, on peut parler aussi de Hong Kong où ça a l'air de bouger beaucoup, mais à Shanghai, c'est plus stable. Comment ça se passe? Euh, alors, je pense qu'il y a une partie chance, hein. Je pense que déjà, bon, j'ai mis longtemps à trouver Donne-nous l'adresse pour enfin, je pense que la Oui, plupart des Shanghaïens connaissent la crêperie, mais bon, pour les gens qui sont de passage, peut-être, c'est bien oui. d'avoir l'adresse. Alors on est au numéro un de la rue de Taojiang, donc sur un petit square au croisement de la rue de Dongpinglu, euh, donc dans ce qu'on appelle l'ancienne concession française. On est au cœur hein, de cette concession et c'est très agréable parce qu'il y a des belles promenades à faire tout autour. C'est très ombragé, ça a un charme unique.
Et c'est vrai que même la rue de Dongping est connue depuis très longtemps pour ses restaurants, ou était connue, on va dire, parce qu'il y a eu un peu de changement récemment sur cette rue, avec quelques fermetures de restaurants. Mais c'est un quartier qui est connu depuis très longtemps. Et c'est vrai que je pense que la longévité, je pense qu'elle est liée à pas mal de facteurs, mais elle est liée notamment à ce quartier qui est vraiment très agréable. Et puis, elle est, je pense, liée aussi au travail qu'on a fait pour rendre le produit très stable. Je pense que c'est une des qualités pour lesquelles on est reconnu. Donc les crêpes, quoi, ta carte reste très stable. Donc enfin, tu peux aussi nous en dire un peu plus. Et donc à la fois, je comprends que tu travailles beaucoup tes produits. La dernière fois qu'on s'est croisé à Hong Kong, je crois que tu m'expliquais que tu fais même de la veille économique. Quand tu es en France, tu fais le tour des crêperies pour voir un peu ce qui se passe. Oui, c'est vrai. Il y a même de l'innovation. On parlera sûrement aussi de la livraison à domicile, etc. Et là-dessus, je crois que tu as aussi de l'innovation, pas mal de travail que tu as effectué. Donc, mais vas-y, parle-nous un peu du produit, c'est intéressant. Oui, alors bon, donc on est parti sur un produit, donc la galette et la crêpe bretonne, traditionnelle. Alors c'est vrai que ça semble un produit assez simple comme ça à réaliser, mais en fait c'est pas si simple si on veut faire quelque chose de qualité et quelque chose qui est qui dure dans le temps sur le même niveau de qualité. Euh, Tu penses à la galette en elle-même, aux ingrédients, l'ensemble du plat? Enfin, c'est quoi parce que c'est vrai que ça paraît simple Ah oui, vu de ça paraît l'extérieur. simple, mais en fait, je pense que ne serait-ce que la cuisson d'une crêpe et d'une galette pour qu'elle soit bien faite, c'est pas si évident, et on voit bien que c'est pas si évident parce que si on regarde un petit peu sur Internet les crêpes qu'on y trouve, si on veut par exemple parfois trouver une jolie photo de crêpe, on va s'accrocher parce que il y a beaucoup de choses qui sont absolument pas belles. Ou qui sont, on voit bien qu'ils sont mal cuites ou qui sont, bon voilà, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais ça, c'est pas si, c'est pas si simple de faire une crêpe qui soit à la fois bien cuite, qui reste suffisamment souple, et qui donne envie, qui soit gourmande. Ouais. D'accord. Et stable, ça veut dire qu'il y a d'autres restaurants, parfois ça peut changer, changement de propriétaire ou quoi, mais toi, la crêperie, tu t'es attaché à ce que ça soit une marque, et on sait que si on va dans un restaurant la crêperie, on sait à quoi s'attendre comme qualité, quoi. Exactement. Voilà, ça c'est un point qui est extrêmement important pour nous. C'est que partout où on va aller dans une crêperie, que ce soit à Shanghai, à Hong Kong ou à Ho Chi Minh, on va trouver une qualité produit. Il peut y avoir des différences d'un restaurant à l'autre sur quelques recettes, par exemple, même si je pense qu'au moins 80% du menu est similaire d'une ville à l'autre, mais il peut y avoir des différences. Je laisse même un petit peu de liberté aujourd'hui aux chefs, parce que les chefs aiment bien créer, donc ils aiment bien mettre de leur cuisine. Donc je laisse un petit peu de liberté. Avec un aspect un peu localisation qui se fait par rapport au goût local, même en Asie peut-être d'un pays à l'autre. Ouais, alors ça pas trop. En fait, on reste très authentique sur le produit. Je veux que les Français, les Bretons qui viennent dans nos restaurants retrouvent le goût de la Bretagne. Ils retrouvent les crêpes bretonnes authentiques. Il n'y a pas de crêpes hawaïennes avec de l'ananas ou des choses bizarres. Voilà, il peut y avoir quelques exceptions, mais ça va rester vraiment de l'exception. Mais par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver dans nos recettes traditionnelles des produits qui vont plaire aussi aux locaux. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'adapte pas notre produit, mais on trouve dans le choix de nos recettes traditionnelles, des produits qui vont satisfaire le palais local, on va dire. Par exemple. Par exemple, on a une galette qui s'appelle la piano, qui est avec du saumon fumé, des épinards, œufs, crème. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très apprécié des Chinois, à Hong Kong on en vend aussi beaucoup. Elle plaît bien aussi à Saigon. Voilà, donc ça c'est vraiment l'exemple typique de galette qui marche très bien pour les Français, pour les Occidentaux, on va dire de manière générale, et pour les locaux. Il y a aussi une galette qu'on fait avec des Saint-Jacques, par exemple, parce que les
les Asiatiques adorent les fruits de mer, donc on fait des galettes avec des fruits de mer qui fonctionnent très bien. La marin. La marin, exactement, la marin. Je regarde sur ton site, là, lacrépris.com.cn, là, c'est très bien fait. On a toutes les recettes, toute la carte. Voilà, donc ça, c'est assez alléchant, là, ouais. ça donne faim déjà. Bon. Donc, voilà, donc on reste traditionnel, mais on va choisir des recettes qui plaisent au plus grand nombre d'expatriés et de locaux. D'accord, ok. Et donc, je te posais plusieurs questions. Donc, on a le côté du produit. Donc, l'innovation, c'est quoi? C'est surtout au niveau donc des recettes. Enfin, quand tu me disais que tu allais faire le tour des crêperies en France, bah, pareil, hein, de vue de l'extérieur, on a l'impression que les crêperies en France c'est très stable. Mais toi, en tant qu'expert, à chaque fois que tu vas en France, tu fais quoi? Tu fais le tour des crêperies à Montparnasse ou en Bretagne, et tu trouves des innovations, des choses intéressantes à étudier, à réadapter pour toi. Oui, disons que j'aime bien goûter. Ouais, je pense que je suis un amoureux des crêpes. Hein. Je compte Il plus vaut le mieux. nombre de crêpes que j'ai mangé dans ma vie, D'accord. mais je peux en manger tous les jours, hein, des galettes et des crêpes. Et c'est vrai que du coup, bah, je pense que c'est comme ceux comme les sommeliers quelque part peut-être, hein, qui aiment savourer différents vins, qui aiment les étudier, qui aiment voilà qui aiment comprendre voilà les saveurs qu'on va pouvoir en trouver dans chaque vin. Moi, je fais peut-être ça un peu pour les crêpes. J'aime bien analyser un peu les textures, j'aime bien analyser les différentes saveurs qui sont dans la crêpe elle-même et ensuite dans les ingrédients qui sont ajoutés par-dessus pour voilà, en termes de fruits, en termes de coulis, en termes de voilà, ça peut être vraiment différentes choses, même et ça c'est pour les crêpes, mais aussi en termes de galettes. Mhm. Voilà, il y a vraiment différents mélanges qu'on peut faire. C'est une vraie cuisine. Hein. Je pense que beaucoup de gens pensent que la crêperie c'est très simple et c'est pas de la vraie cuisine. Je pense que je suis opposé à cette idée. Je pense que tout dépend de la façon dont on travaille nos galettes et nos crêpes. Je pense qu'à la crêperie, on est un peu plus sur le côté sophistiqué de la galette et de la crêpe, Mhm. où on travaille pas simplement la base de la galette, mais on travaille aussi tous les ingrédients. Voilà, il y a une vraie cuisine derrière. Et c'est des plats, en fait, ça peut être des plats de bistrot français qu'on va poser sur une galette. Hmm. Mhm. Ouais. Donc, faut quand même savoir les travailler, ces produits-là. D'accord, ouais. Et donc sur le côté livraison à domicile, enfin toi t'as dû connaître la révolution un peu des plateformes de livraison, t'as dû la voir à travers différents pays, t'as dû t'y adapter donc de ce que je comprends toi-même d'un point de vue technique, je crois que tu m'expliquais sur les emballages, c'est ça, ou sur la Oui, recette pour garder la crêpe chaude. oui, Donc tu peux nous expliquer un peu tout ça? oui. Alors, c'est vrai qu'en plus avec le Covid, il y a eu une accélération hein, de ce mouvement, on va dire. On avait déjà démarré hein, depuis un certain temps les livraisons, mais là, il a fallu mettre les bouchées doubles pour s'assurer qu'on soit au top. Et pour être au top, on a beaucoup travaillé avec les chefs des différents restaurants de la crêperie sur plusieurs choses, sur les recettes en elles-mêmes, sur les pliages de nos crêpes, de nos galettes et sur les emballages Mhm. pour être sûr que le produit reste au top quand il arrive donc livré chez le client. Ce qui était euh, pas facile, on a mis pas mal de temps pour trouver les bonnes solutions, que l'ensemble soit bien. Par contre, voilà, maintenant aujourd'hui, tous les retours sont vraiment super. Les gens sont très contents. Et c'est vrai que c'était un challenge parce que quand on dit crêpe galette, en général, moi, quand c'est sur le pass dans le restaurant, dans les secondes qui suivent, ça doit partir sur la table hein, pour garder le maximum de chaleur, de saveur. Donc voilà, et c'est vrai que du coup, quand on fait appel à une livraison, bah, c'est tout de suite peut-être une demi-heure au lieu de quelques secondes. Donc il fallait savoir jouer avec ce nouveau
ce nouveau paramètre. Donc vraiment des tests, différents pliages, différents emballages, et quoi, avec un thermomètre, regarder combien de temps la chaleur est tenue, des Oui, tests et puis vraiment scientifiques. même des tests en live, hein, c'est-à-dire que on faisait faire un tour de la ville avec la galette, hein, dans une boîte. Ah bon, Donc pour même simuler la les mobilette déplacements, les mouvements de la galette. sur le scooter. Ben voilà, exactement. Il fallait qu'elle tienne aussi. Hein, faut pas qu'elle arrive dans tous les sens. Donc ouais, non, il y a eu beaucoup de tests de réaliser et aujourd'hui, je pense qu'on est assez content du résultat et les clients sont contents. Donc voilà. Et on a même réalisé à Hong Kong récemment ce qu'on appelle une Brittany Bento. Donc c'est une sorte de petite boîte, hein, un petit peu comme les plateaux repas qu'on a dans les avions, avec voilà différentes. Il y a une galette, il y a une crêpe et il y a une salade. Tout ça, ça arrive ensemble, bien emballé, et ça marche très très bien. D'accord, ok. Et non, ça me fait penser on a eu un super épisode avec Jérôme de la rôtisserie, qui est aussi à Hong Kong, et il nous parlait de l'importance des plateformes de livraison et de la donnée en particulier, et que maintenant ces plateformes venaient le voir et lui disaient on connaît tes clients et on connaît d'autres clients potentiels qui, si on va les targeter, vont commander une fois par semaine chez toi dans ton restaurant. Et donc, il trouvait ça extrêmement puissant, et aussi il était presque inquiet par la prise de pouvoir de ces plateformes. Donc, à partir du moment où elles ont un tel pouvoir par rapport à ton business, elles peuvent aussi. Je crois que son exemple, c'était même peut-être que le jour d'après, elles reviendront, elles disaient bon bah là, toi le poulet rôti c'est fini, on a fait une analyse marché, il faut que tu fasses, je sais plus ce qu'il a dit, mais faut que tu fasses des galettes, tu vois. Donc comment ça se passe toi tu as une idée, tu as une opinion aussi sur ce sujet? Alors les plateformes, il y a c'est comme pour tout, il y a du bon et du moins bon. Les plateformes, elles permettent quand même d'avoir une visibilité importante qu'on n'aurait pas autrement. Mm-hmm. Et puis elles permettent de livrer nos produits avec plus de rapidité, plus de facilité que si on devait le faire nous-mêmes à notre échelle. On est trop petit pour être capable d'avoir un réseau de transport voilà, qui nous permettent de faire nos livraisons nous-mêmes. Mm-hmm. Donc ça c'est quand même très positif. Après le problème c'est que ils sont assez gourmands en termes de commission. Donc c'est clair que du coup nos marges sont très faibles sur les plateaux livrés, hein, C'est quoi? C'est des 30% grosso modo? Ouais, C'est quoi leur de on grandeur? est pas à 30%, mais on est déjà entre 20 et 25%. D'accord. Ce Ce qui qui donc nous pour donne la restauration, ça. oui, c'est quand même très très gros. Ouais, ouais. Donc il reste plus grand chose honnêtement. Mais bon, je dirais qu'on le fait quand même parce que on pense que les clients qui prennent en livraison sont pas des clients qui viendraient dans les restaurants. Donc Mm-hmm. on va dire que c'est un revenu supplémentaire qui nous aide, notamment en période de Covid, comme on connaît aujourd'hui avec moins de trafic dans les restaurants ou parce que le restaurant est fermé tout simplement le soir, hein, même on n'a pas le droit d'accueillir des clients. Donc Aujourd'hui, à Hong Kong, ouais, là, c'est toujours fermé à 6 heures du soir. Il y a toujours l'espèce de couvre-feu au niveau des restaurants, quoi. Ouais. oui, exactement. Donc D'accord. voilà, du coup on reste ouvert plus tard, mais juste pour les livraisons. Mhm. Après le pouvoir des plateformes, bon, c'est vrai que certaines plateformes envisagent de rassembler, enfin ils le font d'ailleurs, rassemblent des cuisines déjà euh, sorte de comment dire, de ghost kitchen, Les Ghost Dark Kitchen, c'est ça? Ou voilà, Ghost Kitchen? ghost kitchen, Mhm. et réalise un certain nombre de plats. C'est vrai aussi qu'on peut imaginer que, ben, avec toutes les datas qu'elle rassemble, ça peut faire un peu peur parce que on se dit bon ben voilà, ils connaissent effectivement très très bien tout ce qui se vend de partout et ils pourraient très bien à terme réaliser leur propre cuisine et du coup voilà, avoir toute la chaîne en fait, hein, de livraison depuis la fabrication des produits jusqu'à la livraison. Mhm. Euh, bon. Alors ça c'est Après, toi, bon, t'es resté assez niche. Enfin, t'es pas le voilà, premier targeté. Je pense que une crêperie, de là, voilà ce qui s'attaque à toi. Ouais. exactement. Et je pense Mhm. que c'est là qui est bon ce que j'ai travaillé jusqu'ici et je pense important, c'est la marque en fait de qualité
que représente aujourd'hui la crêperie. Donc c'est plus simplement des crêpes et des galettes qu'on achète quelque part. Non, ce sont des crêpes et des galettes qui viennent de la crêperie et une garantie de qualité. C'est une marque qui te permet d'exister sur les plateformes en tant que telle, où les gens vont, enfin, il y a des nouveaux clients dont tu as expliqué, mais il y a des gens qui vont aller sur la plateforme en sachant qu'ils veulent la crêperie. Ou est-ce qu'il y a aussi des astuces? Est-ce qu'il faut se mettre, je sais pas, en mode livraison gratuite, faire des promotions, etc. pour monter dans les rankings de leurs algorithmes? Oui, alors exactement. Voilà, heureusement, il y a un certain nombre de gens qui connaissent déjà la crêperie parce que ça fait maintenant, enfin, notamment à Hong Kong, hein, ça fait 10 ans qu'on est là, plus de 10 ans. Mhm. Euh, à Shanghai, on a démarré il y a 13 ans, donc c'est vrai qu'on est connu aussi. Par contre, bon, bien sûr, il y a toujours beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Et pour être connu de ces nouveaux clients potentiels, il est certain qu'il faut faire des opérations de promotion en ligne, soit des discounts, soit alors les livraisons gratuites, finalement c'est quelque chose qui se fait pas tellement, mais on est plus sur le discount. D'accord. Voilà, et c'est ça qui fait effectivement, qui permet au restaurant d'être un petit peu plus haut ou un petit peu plus visible, voilà, de gagner en visibilité. Et du coup que les gens pensent à nous. Ouais. Et le truc, c'est que tu perds un peu la relation client c'est un peu ce qui se passe avec les plateformes. Donc, si tu amènes des nouveaux clients en livraison, est-ce que tu arrives à avoir une traçabilité? Est-ce que tu as des clients? Tu l'as pas de manière technique, quoi. T'as pas leurs emails, etc., j'imagine. Mais est-ce que tu as des clients qui sont au restaurant où tu te rends compte que c'est grâce à la plateforme qui t'ont connu? C'est difficile à évaluer. Mhm. On- je, je, je pense que ça participe à notre visibilité et on a des clients certainement, on gagne des clients au restaurant au travers de ces plateformes. Maintenant, dire quel pourcentage, je sais pas, c'est très difficile à dire. D'accord. Euh, Ok. ça Ouais, participe. Ouais. vu que tu perds vu que tu perds la relation, ouais, forcément, c'est difficile à dire. Ouais, c'est clairement Ouais. lié, quoi. Et ça fait Alors, penser à la fidélisation. Ouais, vas-y, excuse-moi. on pourrait très bien mettre pendant un mois, par exemple, une fiche hein, dans le restaurant à remplir par les clients en leur demandant justement comment vous nous avez connus et est-ce que c'était au travers de ces plateformes. Ça pourrait donner une idée. Mhm. Voilà, ça pourrait donner une idée du Ouais. résultat. Après, à voir si est-ce que ça sert à quelque chose une fois que que tu as cette info, est-ce que c'est utile, je sais pas. Mais ça fait penser à la fidélité parce on a un autre épisode, je crois que tu travailles pas mal avec BistroChat. On a reçu Hassan Taibi, le tout premier Oui, épisode de ce podcast d'ailleurs, qui reste la plus grosse écoute, hein, d'accord. et épisode qui est vraiment plébiscité. Donc, dis-nous un peu comment tu travailles avec BistroChat et j'appelle tout le monde à aller écouter cet épisode parce qu'il semblerait que Hassan est passionnant d'après les chiffres. Bah oui, alors Hassen, on le connaît bien. C'est aussi d'ailleurs un client de la crêperie et voilà, qui nous a contacté il y a quelques années avec ce, Cette ce mode application BistroChat, oui, de loyalty card, hein, donc de qui carte de permet de fidélité. réserver les restaurants avec du chat, mais aussi de la loyalty. Il y a plein de fonctionnalités. On peut télécharger l'app sur l'App Store directement. Exactement. Je la conseille aussi en tant qu'utilisateur. Voilà, donc c'est très bien. C'est une app qui nous permet d'être aussi de gagner aussi en visibilité et d'avoir de proposer une carte de fidélité au client qui est un peu personnalisée, on va dire. Donc ça évite d'avoir son propre logiciel, d'avoir ses propres outils. Donc on bénéficie de son expérience, de sa technologie, voilà, de pas mal de choses. Donc et en plus c'est un gars qui est super sympa, donc c'est très agréable de travailler avec lui. Mhm. Ok, d'accord. Et donc après, donc t'as 5 crêperies aujourd'hui. Au maximum, t'es monté jusqu'à 9. Donc ça m'intéresse un peu de savoir comment est-ce que tu as couvert le marché asiatique. Enfin, pourquoi cette stratégie déjà? T'aurais pu, je sais pas, une ville comme Shanghai, qui sont des villes énormes et pas assez grandes pour avoir plus de crêperies. T'as vraiment eu envie de couvrir tout le marché. Et comment ça s'est passé? Alors, je sais qu'à Taïwan, je suis à Taïwan aujourd'hui et j'ai connu ta crêperie de Taïwan, de Taipei, où il y avait même un phare, un énorme phare, si je me souviens bien, qui était construit devant la crêperie, donc on pouvait pas la rater. Mais cette crêperie n'existe plus, donc explique-nous un peu ton expansion dans la région et voilà qu'est-ce que tu as appris au fur et à mesure des années. Alors l'expansion de la crêperie est passée par
par plus des opportunités au départ qu'une vraie volonté de développement Mhm. à l'international. Je pense que quand j'ai démarré la crêperie, bah, c'était tout nouveau pour moi. J'avais pas cette ambition d'ouvrir des crêperies aux quatre coins du monde, hein. Donc voilà, j'ai démarré tout simplement. Et puis en fait, des clients sont passés dans la crêperie à plusieurs reprises. Et certains m'ont dit mais on adore tes crêpes Philippe, franchement on adore le concept, la déco, on est toujours super bien accueillis chez toi et qu'est-ce que voilà, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble et euh, et voilà, et c'est souvent par opportunité comme ça qu'on a développé. Donc ça c'était pour le cas notamment de Taïwan et d'Ho Chi Minh City. Pour Hong Kong, c'était un petit peu différent parce que c'est un jeune qui connaissait Hong Kong, qui était retourné en France et qui voulait absolument retourner à Hong Kong et qui souhaitait développer des corners crêpes dans la ville et qui, par contre, lui n'avait absolument aucune expérience non plus de la restauration, du produit, voilà. Et donc, il a dû voir en ligne quelque part que moi j'étais déjà sur Shanghai. Et un jour, il m'a contacté, voilà, pour avoir des conseils. Et puis, à ce moment-là, je lui ai dit que moi, les corners crêpes, en fait, ça m'intéressait pas. Par contre, ce que je savais faire, c'était du restaurant, et que j'étais très intéressé moi-même pour faire un restaurant à Hong Kong. Et du coup, ben voilà, c'est parti comme ça. On a dit, eh ben pourquoi pas le faire ensemble. Et Mhm. on a démarré, voilà, de cette façon. Et donc, je dirais que le développement au départ, c'est beaucoup plus fait par l'approche de clients, enfin ou de personnes extérieures qui sont venus me demander si on pouvait faire quelque chose ensemble. Les opportunités, quoi, ce qu'on a souvent en Asie, quoi, ça. Ici, ça bouge pas Exactement. mal. Et ce qui était important pour moi, c'était de travailler avec des gens qui connaissaient bien le marché local ou qui étaient où je voyais des gens super motivés, quoi. D'accord. Et c'était le cas aussi avec on a ouvert à Phnom Penh aussi, hein, au Cambodge, il y a quelques années. Donc avec une très bonne cliente de la crêperie de Hong Kong et qui voilà, qui souhaitait quitter Hong Kong, qui adorait le Cambodge, voilà, et qui est venu vers moi un jour et qui m'a dit Philippe, j'adore tes crêpes, j'adore ton restaurant, j'adore le Cambodge, est-ce qu'on fait un truc ensemble au Cambodge? Voilà. Et donc c'est comme Mhm. ça qu'on a fait cette crêperie au Cambodge. Alors bon, là par contre bon, je me doutais que ce serait compliqué parce que le marché était pas mûr. Donc c'était plus voilà, c'était plus l'idée d'aller mettre les pieds dans un nouveau marché, de voir un petit peu comment ça se passait. Donc ouais, on a tenu quand même, on n'a pas perdu d'argent, on a tenu quelques années. Et puis bon, après la partenaire que j'avais a décidé de rentrer en Europe et du coup, voilà, on a décidé de fermer parce que ça gagnait pas assez vraiment pour être vendu. Mhm. D'accord. Donc ça s'est fait un peu par opportunité, et tu travailles toujours avec des partenaires en fait. Toi, tu es maintenant basé à Hong Kong, Oui. et les restaurants que tu as aujourd'hui, ou ceux que tu as pu avoir, voilà, ça s'est fait par partenaire aussi. Enfin, c'est vraiment enfin, et des partenaires qui peuvent être quoi, étrangers ou même ou locaux parfois, c'est ça? Oui, tout à fait. Les j'ai des partenaires différents en fait en fonction des villes et même parfois des restaurants eux-mêmes. En fonction des affinités, des gens qui viennent me voir, de ce que je sens qu'ils sont capables d'apporter au business. Je suis assez ouvert. Euh, voilà, maintenant je suis toujours hein, donc en période de recherche de développement. Mhm. Voilà, comment développer le business. Je pense qu'il y a maintenant, bah, j'ai aussi acquis bon, maintenant une grosse expérience dans le domaine et une certaine maturité sur le projet. Donc aujourd'hui, je suis plus moi dans la recherche d'investisseurs que dans des investisseurs qui viennent me voir et qui me disent ah, est-ce qu'on va faire un truc ensemble. Euh, D'accord. je suis plus aujourd'hui dans cette optique de vouloir trouver des investisseurs qui vont pouvoir m'accompagner sur le long terme et pas simplement sur un restaurant ou deux. Voilà. Donc tu veux de plus investisseur financier plutôt que partenaire d'ouverture de restaurant.
Voilà, c'est ça, exactement. D'accord, ok. Je pense qu'on est arrivé à un niveau de développement où je pense qu'il est important si on veut aller plus loin, et je Mhm. pense qu'on en a vraiment le potentiel, Ouais. c'est de trouver un ou plusieurs partenaires, mais qui soient financièrement suffisamment solides pour être capable de prendre un peu plus de risques, Mm. et prendre, voilà, aller trouver des meilleurs emplacements, aller trouver voilà, aller mettre un petit peu plus d'argent pour développer plus vite. Voilà. Donc je peux continuer à le faire tout seul, mais je serai, je recherche des gens qui soient, enfin, financièrement capables de m'accompagner pour aller plus vite, mais aussi, je pense, des gens qui soient capables d'avoir une certaine réflexion sur la stratégie à moyen terme Mhm. et long terme pour le groupe. Ouais. D'accord, ok. Bah non, non, c'est très clair, quoi. Le message est passé. Tu donneras tes coordonnées à la fin si tu veux, ou comment te contacter par Oui. réseaux sociaux pour que si les gens puissent prendre contact. Et donc t'as des zones prioritaires de développement que t'aimerais couvrir avec le bon investisseur? Bah, tu parlais de Shanghai tout à l'heure, qui est une grosse ville avec certainement un gros potentiel, je dirais, pour ouvrir d'autres restaurants. Hein. Donc Shanghai reste effectivement une des cibles, des villes cibles pour moi. Hong Kong aussi, clairement. Après, bah, il y a d'autres villes en Chine, hein, qui sont importantes, que ce soit Shenzhen, Chengdu, Chongqing. Voilà, bon, il y a des grosses villes dans lesquelles on peut aller. Il Mhm. y a aussi des villes qui sont hors de Chine, qui sont vers la Corée. Hein. Je pense à Séoul, je pense au Japon. Il y a clairement plusieurs villes qui sont intéressantes d'étudier. Et Singapour. Voilà, enfin, je pense il y a pas mal de potentiel pour le développement de la marque de la crêperie d'aujourd'hui. Euh, et il y a, alors je parle de la marque de la crêperie. Il y a un deuxième concept que j'ai ouvert il y a quelques années qui s'appelle La Cabane, Mhm. et qui est un restaurant de savoyard. D'accord. Donc là, maintenant, on est parti loin de la mer, on est sur la montagne, Ouais. euh, mais c'est un restaurant qui marche très bien, qui plaît beaucoup. Le concept est très sympa. Là, c'est pareil, on est sur des produits de qualité. Et je pense que voilà, c'est aussi un concept que je souhaite développer à l'étranger. Et je pense voilà, notamment au Japon, euh, bah, qui est certainement un des pays dans lequel la cabane pourrait très bien marcher. D'accord, donc deux concepts différents, la crêperie à la cabane et plein de marchés attaqués où l'une des deux cartes peut être jouée, voire même les deux, quoi. Donc ok, non, super intéressant. Il y a une problématique qui revient souvent sur le podcast avec les invités, c'est le recrutement, donc tout ce qui touche à la RH, non seulement recruter, mais garder ses employés. Est-ce que c'est un sujet où tu as appris un peu au fur et à mesure des années? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, alors c'est très variable en fonction des villes. Euh, Mhm. il y a des restaurants même. Il y a des équipes dans lesquelles on est relativement stable. Il y a des équipes où on l'est un peu moins. Mais globalement, je veux dire, je vais pas trop me plaindre parce que je pense qu'à la crêperie, on a réussi à tenir beaucoup de nos équipes pendant de nombreuses années. Et donc, je pense que ça, justement, ça nous aide beaucoup à la stabilité, même sur la qualité du produit. Et donc, c'est ça qui est très important. Après, je pense on a eu plus peut-être de changements de manière générale euh, sur les personnes au floor, hein, donc en salle, au service, que dans les cuisines. Je pense, j'ai l'impression que dans les cuisines, on a des équipes plus stables, peut-être parce que les cuisiniers sont des gens qui sont vraiment très passionnés par leur métier, Mhm. euh, peut-être plus que les serveurs. Voilà. D'accord. Ouais. Il y a peut-être un certain nombre de serveurs qui, qui font ce métier un peu de manière temporaire. Voilà. Mhm. Euh,
donc là, je parle pas de l'équipe management. Bon, l'équipe management, bon, c'est un petit peu différent, c'est quand même beaucoup plus stable. Je parle des serveurs, vraiment. D'accord. Qu'il faut garder, et sinon il faut reformer des gens à chaque fois. Enfin, Voilà. c'est Ouais. problématique, quoi. Ouais. Mais après, ça va dépendre des villes aussi. À Shanghai, on a eu un peu de changement. Même si on a on a un superviseur, voilà, des superviseurs qui sont avec nous depuis très longtemps, qui sont au top. Et et à Hong Kong, c'est pareil, on a des gens avec nous, des superviseurs qui sont là depuis très longtemps. Voilà, donc je pense que plus on monte en hiérarchie et plus on a certainement des équipes stables. Voilà, je pense que c'est plus sur les jeunes serveurs où on a plus de rotation. Ouais. D'accord, très bien. Mais parfois, pour le compliqué, peut-être que c'était un petit point que tu voulais peut-être soulever, mais compliqué de trouver du staff, du personnel qui va bien. Parfois, oui. Ça dépend des périodes. En ce moment, bon, forcément, c'est un peu plus facile parce qu'il y a quand même beaucoup malheureusement, de restaurants qui ont fermé ou voilà, d'entreprises qui ont fermé, du coup plus de monde certainement sur le marché à chercher du travail, donc c'est un petit peu plus facile en ce moment. Mais c'est vrai qu'il y a eu des années où c'était très très compliqué, on avait énormément de mal à trouver du personnel qualifié. Voilà. Bon, aujourd'hui c'est plus facile. Oui, tout à fait. Il y a un dernier sujet qui est important forcément. On a commencé à l'aborder un peu, le Covid. Donc tu nous as dit qu'à Hong Kong, les restaurants sont toujours fermés à 6 heures du soir en ce moment, que la livraison a augmenté. Mais comment est-ce que en tant que restaurateur, tu as vécu le Covid, voire même les manifestations à Hong Kong? Mais vu que toi, tu as cette vision un peu régionale, explique-nous un peu le Covid, comment ça s'est passé en 2020. Alors ouais, je dirais que les trois villes, Shanghai, Hong Kong et Ho Chi Minh City, ont vécu vraiment le Covid de manière différente. À Shanghai, brièvement, on a souffert 2 mois, février, mars, bon, et un peu avril, et puis après c'est très vite reparti. En fait, ça a rebondi, oui, facilement, rapidement, je dirais. Et depuis, voilà, ça a continué à pas trop mal se passer. Il y a seulement depuis début janvier on souffre à nouveau avec une recrudescence des cas Covid, notamment à Shanghai. Sur Hong Kong, on n'a jamais eu à fermer vraiment le restaurant toute la journée. On a eu à plusieurs reprises dû fermer le soir, par exemple sur juillet-août, on a fermé tous les soirs, et là depuis début décembre on est fermé tous les soirs à partir de 18h. Mais bon, donc on réduit la casse, on va dire, en étant ouvert le midi. Sur Hong Kong, on a une chance, c'est que l'emplacement où on a pas mal de bureaux autour, donc au moins les midis sont busy. Et le brunch marche très bien aussi. Donc on s'en sort. C'est clair que sur des mois où on est fermé le soir, on va sûrement pas faire d'argent, mais on limite la casse, on va dire. Et par contre, sur les mois où on est ouvert, on a extrêmement bien marché. On a très très bien marché. Donc voilà, ça nous permet d'avoir un cash flow qui nous assure voilà, de pouvoir tenir pendant les mois de crise. Et Saigon, ouais. Très différent aussi. Saigon, ils ont fermé les portes très très vite. Donc du coup, il y a pas beaucoup il y a eu très peu de cas au Vietnam. Ils ont, je pense, très très bien maîtrisé. Ça fait partie des pays qui a très bien marché, quoi. On parle souvent de Taïwan, mais le Vietnam est assez similaire, hein. C'est une très bonne maîtrise de la crise. Ouais, exactement. Donc, alors bon, on a la chance. Alors ça, c'est une grande chance en fait. C'est qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, il y a plus de 2 ans maintenant. J'ai bougé la crêperie de Ho Chi Minh City, qui était dans le quartier Routard, donc où il y avait beaucoup de touristes,
pour me mettre dans le quartier des expatriés, dans le quartier de Taodienne. Mhm. Et là, bon, bah, à l'époque, je savais pas que le Covid arriverait, mais aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais ouf, quelle bonne idée j'ai eu à ce moment-là. Ouais. Parce que du coup, je pense qu'on aurait été vide et on aurait énormément souffert dans le quartier Routard. Alors que finalement, dans le quartier des expatriés où tout le monde est resté bloqué et les gens ne peuvent pas rentrer au Vietnam, mais ils peuvent pas en sortir non plus. Bah, du coup, bah, on a une clientèle qui est là et qui fait fonctionner notre restaurant. Et donc, bah, du coup, on s'en sort pas trop mal en fait à Ho Chi Minh City. Ok, très bien. Bon, bah c'est super que tu traverses la crise sans trop d'encombre. Je peux témoigner, la dernière fois que j'ai été à la crêperie de Wan Chai, elle était pleine à midi, où j'ai eu le plaisir de déguster une de tes crêpes. Mais on arrive à la fin de cet entretien. Donc je vais te poser la question signature. Est-ce que t'as une astuce à nous partager après toutes ces expériences de faire du business en Asie pour hacker l'Asie ou pour hacker un des pays en particulier sur lequel t'as travaillé? Ouais, alors je pense qu'une chose qui est extrêmement importante, c'est de bien connaître, de bien connaître le pays dans lequel on va investir, parce qu'il y a surtout en Asie, pour nous Européens, c'est quand même extrêmement différent en termes de culture sur vraiment beaucoup de plans. Donc et si et notamment la Chine, si on comprend pas bien le fonctionnement, euh, comment dire, la réflexion en fait autour du business, comment les Chinois perçoivent le business, je pense que c'est extrêmement compliqué Mhm. pour nous. Je pense qu'il faut avoir vécu sur place quelque temps, il faut avoir, pardon, il faut avoir, Comment tu le définirais? Comment est-ce que les Chinois perçoivent le business? euh, Vaste question assez difficile, mais bon, tu m'as tendu la perche. là il va falloir quelques heures de plus. Vas-y, c'est parti. Non, je pense que euh, ils vont droit au but. Je pense que les Chinois sont pas forcément orientés très long terme sur le business. Ils sont hyper pragmatiques euh, et euh, et ils vont ils vont se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui est important et parfois ça peut paraître pour nous superficiel, mais c'est simplement qu'ils ont une autre vision même de la vie en fait, et qui est beaucoup plus sur un cycle plus court. Mhm. Euh, voilà, ce qui marche aujourd'hui va pas forcément marcher demain ou après-demain. Et donc, Mhm. pourquoi faire quelque chose qui va durer dans le temps? euh, Tu vois, c'est très différent. La philosophie en elle-même et il faut, je pense que c'est bien de l'avoir comprise pour s'en imprégner et ensuite la ressortir en business. Mhm. Euh, T'as euh, des exemples concrets qui te viennent à l'esprit où un partenaire chinois a pu comme ça avoir une attitude, ce côté pragmatique, court-termiste, où toi t'étais un peu bah, je pense choqué. Non, mais je pense que Oui. une des choses, par exemple, qui est notable, c'est que il n'y a pas de notion de fonds de commerce. Par exemple, en Chine, hein, à Shanghai, Mhm. voilà, on va pas revendre un restaurant comme on peut le revendre en France, euh, simplement parce que les baux, notamment qu'on a donc pour louer un retail, c'est très limité dans le temps. On va la première fois, on va peut-être avoir 5, 6 ans, peut-être 10 ans pour les plus gros qui ont des pouvoirs de négociation. Mais ensuite, on va renouveler sur des petites durées de bail. Hein. Donc, forcément, le risque est beaucoup plus élevé et du coup, on peut pas réinvestir aussi facilement en se disant bah voilà, bah j'ai encore 5 ans devant moi, donc je vais pouvoir refaire toute la déco de mon restaurant, il y a pas de problème, j'ai le temps pour faire mon retour sur investissement. Bah Mhm. non, ça c'est pas possible en Chine. Donc on doit faire beaucoup plus attention et on doit essayer de travailler sur des retours sur investissement qui sont plus courts. Euh,
Voilà, je pense que c'est une des clés, je dirais, pour travailler en Asie, ouais. Ok, d'accord. Bon c'est passionnant, Philippe. On a fait 1 heure pile poil, on va s'arrêter là. Oui. Donc t'as lancé un appel, t'as dit que tout investisseur était le bienvenu. Comment te contacter? Est-ce que tu as une présence sur les réseaux sociaux? Oui, je suis assez présent sur les réseaux sociaux. Je pense que le plus simple, c'est certainement de nous contacter via notre site internet. Mhm, Euh, donc là, c'est lacrêperie.com.cn. mhm. Et puis donc là, il y a une fiche contact où on peut me joindre assez facilement. Voilà, l'entreprise est très horizontale en termes de de hiérarchie, donc je suis très accessible, très facile. D'accord. Euh, donc j'essaie de répondre très rapidement aux questions qui me sont posées. Mhm. Ok, bah super. Bah bonne chance pour la suite, Philippe, et encore merci. Merci beaucoup à toi, Raphaël, et puis à très bientôt. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, Seghier. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!